Et si la fin de la guerre en Ukraine ne se jouait pas à Kiev, ni même sur le champ de bataille, mais dans un décor inattendu, l'Alaska, le 15 août 2025, Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent à Anchorage, dans une base militaire américaine transformée en plateau géopolitique. D'un côté, l'ancien président américain, déterminé à montrer qu'il peut ramener la paix à sa manière. De l'autre, le maître du Kremlin, isolé depuis 2022 mais bien décidé à réapparaître au centre du jeu mondial. Dès les premières images, tout ressemble à un spectacle. Tapis rouge flamboyant, avions de chasse F-22 rugissant dans le ciel, militaires au garde à vous, slogans affichés partout, Alaska 2025. Poutine lâche une petite phrase ironique en arrivant « Il est bon d'être chez nous », ou presque. Tout est calculé pour frapper les esprits, mais derrière cette mise en scène, une réalité bien plus sombre se dessine. Car si aucune signature n'a eu lieu, si aucun traité officiel n'a été rendu public, un scénario circule déjà dans les coulisses. La division de l'Ukraine le long du Dniepr, une zone démilitarisée de 29 km, et un partage implicite des zones d'influence. Un plan qui rappelle Berlin après la Seconde Guerre mondiale, coupé en deux par le rideau de fer. Alors, s'agit-il d'un tournant historique vers la paix ou d'une trahison diplomatique qui marquera l'Ukraine à jamais ? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qui s'est réellement joué en Alaska, ce que ça signifie pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour l'équilibre du monde. Restez bien avec nous car ce sommet soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le choix de l'Alaska n'a rien d'un hasard, c'est un territoire qui porte en lui une forte charge symbolique. Vendu par la Russie aux États-Unis en 1867, il reste dans l'imaginaire collectif une sorte de frontière partagée, une cicatrice historique qui lie Washington et Moscou. Organiser un sommet ici, c'est déjà envoyer un message. La Russie revient chez elle, au moins symboliquement. Et Vladimir Poutine, maître des symboles, ne s'y est pas trompé en lâchant avec un sourire ironique « Il est bon d'être chez nous », ou presque. La mise en scène du 15 août 2025 est millimétrée. À Anchorage, sur la base interarmée Elmendorf-Richardson, tout a été conçu comme un spectacle. Un tapis rouge flambant neuf, une estrade imposante où s'affiche en lettres capitales « Alaska 2025 », des rangées de militaires parfaitement alignés. Au-dessus de leur tête, des F-22 Raptor effectuent un passage en formation, rugissant comme pour rappeler la puissance aérienne américaine. Rien n'a été laissé au hasard. Ce décor donne à ce sommet une allure de show télévisé, autant que de rencontres diplomatiques. Trump, fidèle à son goût du spectacle, offre à son homologue russe une statue de Pigargue, emblème national des États-Unis. Poutine lui répond avec une montre gravée aux armoiries russes, deux gestes hautement symboliques, conçus pour les caméras. Mais c'est bien là que réside le problème. Tout semble pensé pour l'image, pour l'instantané, pour l'effet médiatique. Comme si ce sommet n'était pas une négociation de paix sérieuse, mais une sorte de meeting électoral déguisé. Les caméras captent chaque sourire, chaque poignée de main, chaque clin d'œil complice, mais derrière cette vitrine étincelante, les vraies discussions restent opaques, presque invisibles. L'Alaska, avec son histoire et sa mise en scène hollywoodienne, devient ainsi un théâtre géopolitique. Une scène où Poutine réapparaît après des années d'isolement et où Trump tente d'incarner le faiseur de paix. Mais déjà, beaucoup se demandent, derrière les dorures et les drapeaux, que s'est-il vraiment dit ? Derrière les images spectaculaires de l'Alaska, les discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine se sont révélées bien moins flamboyantes. La rencontre dure presque 3 heures, de 11h32 à 14h18. Officiellement, les deux dirigeants ont parlé de progrès et d'une volonté commune de trouver une solution. Mais à y regarder de plus près, ces avancées sont surtout des mots. Trump, fidèle à son style, résume la situation d'une phrase qui devient immédiatement virale « We didn't get there ». On n'y est pas arrivé. 4 mots qui disent tout. Il n'y a ni accord ni compromis concret. Dans les coulisses, pourtant, des cartes circulent. On y voit des scénarios de retrait partiel des troupes russes de certaines régions, comme Kherson ou Zaporijjia, en échange d'un contrôle total de Moscou sur le Donbass. Mais Poutine n'a pas besoin de céder. Sa simple présence en Alaska lui redonne une stature internationale. Après des années d'isolement diplomatique, le voilà de nouveau assis face à un président américain sous les projecteurs mondiaux. Les divergences sont profondes. Trump insiste. La balle est désormais dans le camp de l'Ukraine. Autrement dit, c'est à Kiev de faire des concessions s'il veut la paix. Poutine, lui, martèle son discours habituel. On ne peut pas avancer sans reconnaître la réalité du terrain, c'est-à-dire l'annexion de fait des territoires conquis. Pour Kiev, c'est une ligne rouge infranchissable. C'est ici qu'entre en scène une idée controversée
évoqué par certains conseillers américains, dont le général à la retraite Keith Kellogg, un plan de paix basé sur une partition de l'Ukraine. Ce plan imagine de couper le pays le long du fleuve Dniepr, avec une zone démilitarisée de 29 km de large pour éviter les affrontements directs. À l'ouest, l'Europe assurerait la sécurité. À l'est, la Russie garderait le contrôle. Les États-Unis, eux, resteraient en retrait, simples superviseurs de l'accord. Ce projet, jamais officialisé, circule pourtant dans les couloirs diplomatiques. Certains y voient une manière pragmatique de geler le conflit, d'autres une véritable bombe politique. Car au fond, ce n'est pas une paix qu'on propose, mais une division de l'Ukraine, une coupure nette qui rappelle l'époque du rideau de fer. Ainsi, l'arrière-scène des discussions en Alaska ne débouche pas sur un accord signé, mais sur un brouillard d'incertitude, où les cartes, les rumeurs et les intentions s'entrechoquent. Ce qui est certain, en revanche, c'est que chaque camp repart avec son récit. Trump, celui d'un médiateur qui essaie, Poutine, celui d'un leader redevenu incontournable. À peine les caméras éteintes en Alaska, les réactions se déchaînent à travers le monde. En Ukraine d'abord, la colère est immédiate. Le président Volodymyr Zelensky s'adresse à la nation d'une voix ferme. Jamais l'Ukraine n'acceptera une paix qui légitime l'agression. Dans les rues de Kiev, des milliers de manifestants brandissent des pancartes. Pas de compromis. L'Ukraine n'est pas à vendre. Pour une population qui vit chaque jour sous les bombes, l'idée même d'un marchandage territorial est vécue comme une trahison. En Europe, la désillusion est tout aussi forte. Emmanuel Macron parle d'un sommet creux, sans substance ni avancée réelle. Le chancelier allemand Olaf Scholz renchérit. Toute paix sans l'Ukraine serait une paix contre l'Europe. Les pays baltes, toujours hantés par leur proximité avec la Russie, s'indignent et dénoncent une capitulation en rase campagne. À Varsovie, le gouvernement polonais accuse Trump de vouloir sacrifier l'Ukraine pour flatter son ego et sa campagne politique. L'OTAN, de son côté, apparaît fracturée. Viktor Orban, fidèle allié de Moscou, salue une avancée vers la paix, un discours qui tranche avec celui de la majorité des alliés ulcérés par le spectacle d'Anchorage. Ce clivage alimente un malaise plus profond. Washington est-il encore un partenaire fiable? Ou Trump prépare-t-il un désengagement qui laisserait l'Europe seule face à Moscou et Pékin? La confusion s'accentue avec une polémique inattendue. Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump, affirme devant des journalistes que Poutine serait prêt à céder Kherson et Zaporizhzhia. Quelques heures plus tard, le Kremlin dément catégoriquement. Cette cacophonie donne l'impression d'une diplomatie improvisée, gérée comme une transaction immobilière, plutôt qu'une négociation de paix. Un diplomate européen résume crûment « C'était un reality show, pas une négociation. » Mais ce n'est pas tout. Des révélations médiatiques ajoutent une couche supplémentaire au scandale. Selon plusieurs sources américaines, des lobbyistes du secteur énergétique auraient profité du sommet pour rencontrer discrètement des représentants russes. ExxonMobil et Rosneft auraient évoqué la possibilité de relancer des projets communs bloqués par les sanctions depuis 2022. Si cela se confirme, l'Alaska n'aurait pas seulement été un théâtre géopolitique, mais aussi un marché parallèle pour les grandes puissances économiques. Résultat, au lieu d'un pas vers la paix, le sommet d'Anchorage apparaît comme un catalyseur de division. Division en Ukraine, division en Europe, division au sein de l'OTAN. Et au milieu de tout cela, Poutine savoure, sans rien céder, il a obtenu ce qu'il voulait le plus, être de retour au centre du jeu. Le cœur de la controverse, c'est ce fameux plan qui circule depuis l'Alaska. Un projet de paix qui ressemble davantage à une partition déguisée de l'Ukraine. Porté par l'ancien général américain Keith Kellogg et discuté à demi-mot par certains diplomates, il propose un scénario radical, couper l'Ukraine le long du Dniepr, instaurer une large zone démilitarisée et définir des zones d'influence claires entre Moscou et l'Occident. Concrètement, il s'agirait de créer une bande de 29 km de large le long de la ligne de front actuelle, transformée en zone neutre. À l'ouest du fleuve, des forces européennes, menées par la France et le Royaume-Uni, superviseraient la sécurité. À l'est, Moscou conserverait sa mainmise avec un contrôle militaire direct. Les États-Unis, eux, n'enverraient pas de soldats sur le terrain, mais garderaient un rôle d'arbitre, chargé de surveiller et de garantir le respect de l'accord. Ce plan aurait pour objectif officiel de réduire les affrontements directs, de stabiliser la ligne de front et d'offrir un minimum de sécurité aux populations civiles. Le Dniepr deviendrait une barrière naturelle, un nouveau mur au cœur de l'Europe de l'Est. Mais en pratique, les difficultés sont énormes. La ligne de front n'est pas droite. Elle serpente à travers villes, villages, zones agricoles. Dans certaines régions, elle coupe même des quartiers en deux. Comment gérer le passage des civils, les convois humanitaires, les échanges commerciaux?
Que faire des ponts qui relient encore les deux rives? Et surtout, comment empêcher que cette zone tampon ne devienne un nouveau front figé, semblable à celui entre les deux Corées? Les expériences passées montrent qu'une paix gelée n'apporte jamais de stabilité durable. Au contraire, elle entretient la haine et la préparation militaire. Le sommet d'Anchorage restera comme l'un des épisodes les plus ambigus de cette guerre. Pour Poutine, c'est une victoire diplomatique éclatante. Sans rien céder, il s'est offert une scène mondiale et la reconnaissance implicite d'un statut incontournable. Pour Trump, c'est un pari politique. Se mettre en scène comme l'homme de la paix, alors même qu'il repart les mains vides. Pour l'Europe et l'Ukraine, c'est une désillusion brutale. Derrière les symboles et les caméras, aucune avancée réelle, aucune garantie solide. Le fameux plan de paix, avec sa zone démilitarisée de 29 km et son partage des zones d'influence, n'est en réalité qu'un miroir aux alouettes. Une paix fragile, construite sur des compromis impossibles. Une paix qui ressemble davantage à une partition imposée qu'à une véritable réconciliation. Et pendant que les grandes puissances débattent, l'Ukraine continue de payer le prix fort, chaque jour, sur le front et dans les villes bombardées. Alors, que faut-il retenir? Que la paix ne se joue pas dans les shows médiatiques, mais dans des négociations solides, dans la cohésion des alliés et surtout dans la volonté de défendre le droit international. Tant que cette volonté ne sera pas partagée, la guerre risque de s'éterniser sous des formes toujours plus dangereuses. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce sommet en Alaska était-il une véritable tentative de paix ou une illusion destinée à redorer l'image de Trump et de Poutine? Dites-le en commentaire, débattez avec nous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses géopolitiques.